Chapitre 13. Yvain et Gauvin se rencontrent. Monseigneur Yvain chevaucha rapidement, guidé par la jeune fille qui connaissait bien les chemins. Il leur fallut une bonne semaine pour retrouver la maison des amis qui hébergeaient la sœur malade, celle que son aîné voulait déshériter. Elle était encore bien pâle, mais se portait mieux. La soirée avec les amis qui l'avaient recueillie fut très joyeuse. Le lendemain matin, ils repartirent sans perdre de temps et parvinrent en vue du château où le roi Arthur venait de passer 15 jours avec sa cour. Il s'y trouvait encore. La sœur aînée, celle qui voulait déshériter sa sœur, était là elle aussi. Elle était assez satisfaite car le délai de 40 jours accordé à sa cadette pour contester l'héritage allait expirer et celle-ci n'était toujours pas arrivée avec un champion. En effet, Yvain avait jugé préférable de prendre hébergement en dehors du château afin de ne pas se faire reconnaître. Il resta donc bien à l'abri, incognito, jusqu'au lendemain midi. Monseigneur Gauvin, lui non plus, n'était pas loin. Il arriva devant la cour du roi équipé de telle sorte que personne ne pouvait le reconnaître à ses armes. Seule la sœur aînée savait qui il était. Elle avait manifestement tort en voulant déshériter sa sœur, mais elle était tranquille maintenant. « Ma sœur, songeait-elle, peut amener le chevalier qu'elle veut, il ne tiendra pas le combat contre Gauvin. » Elle s'adressa donc au roi. « Sire, le temps passe. C'est bientôt l'heure de nonne, et nous sommes au dernier jour du délai. Si ma sœur devait revenir, elle n'aurait plus de temps à perdre. Elle n'a trouvé personne pour la défendre, et s'est donné de la peine pour rien. Moi, au contraire, je suis là depuis le premier jour, prête à défendre ce qui m'appartient. Et je l'obtiens sans bataille. Il est donc juste que je reparte chez moi, profiter en paix de mon héritage. Et tant que je vivrai, ma sœur n'aura plus que ses yeux pour pleurer. » Le roi Arthur savait bien que l'aîné avait tort et se montrait déloyal envers sa sœur cadette. Il dit « Ami, devant une cour royale, on doit attendre, par ma foi, tant que le roi n'a pas rendu son jugement. Vous ne pouvez donc pas partir, je pense d'ailleurs que votre sœur viendra. » Le roi venait à peine de prononcer ces mots que le chevalier au lion arriva avec la sœur cadette. Le lion n'était pas avec eux. Il était resté à l'endroit où ils avaient pris hébergement pour la nuit. Le roi vit la jeune fille et la reconnut facilement. Il était tout heureux de la voir, car il penchait pour elle dans l'affaire d'héritage qu'il opposait à son aîné. Il dit tout joyeux « Avancez, belle, et que Dieu vous sauve !» Entendant cela, la sœur aînée tressaillit et se retourna. Apercevant sa sœur et le chevalier qui venait défendre ses intérêts, elle devint plus noire que terre. La cadette s'avança. « Dieu sauve le roi et sa maison !» dit-elle en guise de salutation. « Roi Arthur, si mon bon droit en cette affaire peut être défendu par un chevalier, ce sera par celui-ci qui, je l'en remercie, est venu avec moi. Il avait beaucoup à faire ailleurs, ce noble chevalier, et pourtant il a eu assez de pitié pour moi pour laisser derrière lui tous ses autres engagements. Maintenant, cette dame, qui est ma sœur aînée, que j'aime comme mon propre cœur, se montrerait fort courtoise en me laissant mes droits sur l'héritage de notre père. Nous pourrions vivre en paix, car je ne réclame rien de ce qui lui appartient. » L'aîné répondit vivement. « Moi non plus, je ne réclame rien de ce qui t'appartient. Puisque tu n'as absolument rien, tu peux causer, qui gagneras-tu? Rien que des pleurs qui te dessécheront le corps. » La cadette répondit fort calmement. « Je suis peinée de voir que deux chevaliers aussi braves vont s'affronter à cause de nous. Notre désaccord n'est pourtant pas si grand. Il suffit que vous me remettiez ce qui me revient. Je ne peux pas y renoncer, sinon je n'aurai absolument plus rien pour vivre. »« Je perdrai mon temps à répondre, » répliqua la sœur aînée. « Que le mauvais feu de l'enfer me consume si je te donne de quoi mieux vivre. Avant que je fasse pareille bêtise, on verra les berges du Danube et celles de la Saône se rejoindre. À moins que ton champion ne gagne le duel naturellement. » La parole est maintenant aux armes. Les deux champions s'avancèrent devant la cour. Beaucoup de monde se pressait car on aimait les beaux combats et les beaux coups d'épée. Les deux adversaires, qui dans la vie étaient les meilleurs amis du monde, ne s'étaient pas reconnus. Ils s'apprêtaient à s'affronter, à s'infliger coups et blessures, alors qu'ils se seraient plus volontiers embrassés. Terrible jeu de la haine et de l'amour.
Voici 2 chevaliers toujours prêts à s'entraider et qui vont en découdre. Les 2 chevaliers s'en vont chacun de son côté et font volte-face pour se retrouver en position d'assaut. Ils éperonnent leurs montures. Au premier choc, ils brisent leurs lances, qui sont pourtant en frêne souples et résistants. Alors, ils sortent leurs épées pour le combat rapproché. Ils ne frappent pas avec le plat, mais avec le tranchant de l'épée. Ils utilisent toutes les ressources de leur arme, frappent au nez, au front, au visage avec la garde de l'épée, si bien que les joues se couvrent de gros hématomes. Ils ne disent pas un mot, ils cognent à perdre haleine. Les haubers ne les protègent plus, les écus sont en piteux état. Chaque coup porté sur le homme avec la garde de l'épée ébranle leur cerveau. De leurs gros poings carrés, de toute leur solide carcasse, ils cognent. Leurs yeux étincellent, les pierres précieuses qui égayaient leur homme d'acier volent en éclats. Aucun des 2 n'épargne sa peine. Aucun des 2 ne prend le dessus. Chacun se retrouve le homme défoncé, l'écu en morceaux. Le haubert censé protéger la tête et le haut du corps a perdu tant de mailles qu'il ne sert plus à rien. Alors, sans un mot, ils s'écartent pour apaiser les battements de leur cœur et retrouver quelque force. Puis ils reprennent le combat et les assistants s'exclament qu'ils n'ont jamais vu de chevalier aussi courageux. Ces 2-là ne prennent pas ce combat comme un jeu. Ils y mettent tant de force qu'il sera impossible de les récompenser selon leur mérite. Ils ont bien entendu ces paroles, les 2 amis qui se combattent. Ils entendent aussi qu'on essaie de réconcilier les 2 sœurs, mais l'aînée ne veut rien entendre, tandis que la cadette serait prête à accepter la décision du roi. La reine Guenièvre, les chevaliers, le roi, les dames et les bourgeois prennent le parti de la cadette, car l'aînée se montre trop insupportable. Tout le monde demande au roi d'accorder à la cadette le tiers ou le quart des terres et de mettre un terme à ce violent combat. Ce serait en effet un désastre de voir l'un des 2 combattants blessé gravement, l'autre et lui faire perdre ainsi sa réputation. Mais le roi dit qu'il n'arrêtera pas le combat puisque l'aîné, cette méchante créature, se moque bien de la santé des combattants. Le combat se prolonge. On ne sait toujours pas qui a le dessus. Les 2 chevaliers eux-mêmes, qui endurent le martyre, sont stupéfaits de voir que la bataille est toujours aussi indécise. Qui peut bien être cet adversaire qui ne résiste si fièrement, se demande-t-il. Le jour va sombrer dans la nuit et ce n'est toujours pas fini. Ils ont le bras lourd et le corps souffrant. Le sang chaud coule à flot de toutes leurs blessures. Une fois de plus, ils doivent faire une halte. Pendant qu'ils se reposent, ils comprennent soudain que chacun vient enfin de trouver son égal. La nuit va tomber. L'envie de se battre les fuit. Yvain parle le premier, d'une voix rauque et affaiblie par tout le sang qu'il vient de perdre, si bien que Gauvin ne reconnaît pas son ami. « Sire, fait-il, la nuit approche. Personne ne nous blâmera si nous en restons là. En tout cas, je tiens à vous dire que je vous crains et vous estime. J'aimerais beaucoup connaître votre nom car jamais je n'ai soutenu plus dur combat. Vous portez des coups redoutables et vous savez en tirer bon usage. J'en suis encore tout estourbi. » « Par ma foi, répond messire Gauvin, je suis autant saoulé de coups que vous. Vous avez su me rendre la monnaie de ma pièce. Mais puisque vous désirez savoir mon nom, je vais vous le dire. Je m'appelle Gauvin, je suis le fils du roi Lot. » À cette annonce, Yvain reste tout ébahi. De colère, il jette par terre son épée couverte de sang et son écu tout disloqué. Il descend de cheval. « Las, quelle malchance, dit-il. Jamais je ne me serais battu contre vous si je vous avais reconnu. » « Mais qui êtes-vous donc » demande Gauvin. « Je suis Yvain, qui vous aime plus que personne au monde. Vous m'avez toujours aimé et mis en valeur dans toutes les cours. Jamais je n'aurais voulu vous combattre et donc je fais amende honorable et me déclare vaincu. »« Vous feriez ça pour moi ?» s'étonne le doux Gauvin. « Il n'en est pas question, c'est moi qui me déclare vaincu. »« Écoutez, beau sire, répond Yvain. Je ne tiens plus sur mes jambes tant je suis épuisé. Il est clair que la victoire vous revient. » « Pas question, réplique Gauvin à son ami. C'est moi qui suis exténué et touché. Je ne dis pas cela par flatterie, croyez-moi. Les voilà dans les bras l'un de l'autre, et chacun des 2 tient à se proclamer le vaincu. Le roi, naturellement, s'étonne et accourt avec ses barons. Que se passe-t-il, monseigneur? Vous voilà tout joyeux, vous allez comme 2 amis, bras dessus, bras dessous, alors que vous vouliez vous entretuer. Sire, répond son neveu Gauvin,
Il y a eu une grave méprise. Je n'avais pas reconnu messire Yvain, mon meilleur ami. Dès qu'il m'a dit son nom, j'ai cessé le combat. D'ailleurs, s'il avait continué, cela aurait très mal fini pour moi, car, je le jure sur ma tête, je serais mort à cause de sa vaillance et à cause de la jeune personne qui m'a envoyé au combat pour une cause injuste. Mais Yvain ne veut pas l'entendre de cette oreille. « C'est moi le vaincu » crie-t-il. « Non, c'est moi » crie aussi fort Gauvin. Aucun ne veut enlever à l'autre la victoire. Ils se chamaillent et s'enlacent comme deux grands amis. Le roi sourit de les voir aussi généreux l'un que l'autre et amis pour la vie. « Seigneur, dit-il, cela suffit. En tant que roi, je vais mettre tout le monde d'accord et régler cette affaire selon le droit. Où est la demoiselle qui a chassé sa sœur cadette de ses terres et l'a déshéritée sans aucune pitié ?»« Je suis là, sire, dit l'aîné. »« Vous n'en avez pas le droit, reprend le roi Arthur. Sa part d'héritage lui revient. »« Sire, répond l'aîné, s'il vous plaît, ne me faites pas de tort. Vous êtes le roi et vous devez protéger le droit. C'est bien pour cette raison que je déclare ceci. Votre sœur recevra sa part d'héritage. Si je jugeais autrement dans cette affaire, je commettrais une injustice. Et maintenant, je vous donne le choix. Ou vous acceptez ma décision et vous donnez à votre sœur ce qui lui revient, ou je déclare mon neveu Gauvin vaincu dans le combat, et alors votre champion étant déclaré vaincu, ce sera très grave pour vous. Le roi dit cela pour l'effrayer, car il sait qu'elle ne lâchera pas facilement la partie. La tactique du roi finit quand même par la faire plier. « Sire, votre décision me pèse, mais je dois m'incliner. Je vais donc restituer sa part d'héritage à ma sœur. » Ainsi le roi a-t-il réglé l'affaire. Il ordonne qu'on enlève leurs armures aux deux vaillants chevaliers, heureux de se retrouver après une si rude journée. C'est alors qu'arrive le lion. Apercevant son maître, il bondit de joie, ce qui provoque la panique dans l'assistance. Les plus courageux prennent leurs jambes à leur cou. « Est-ce mon lion qui vous chasse ?» leur crie Yvain. « Restez donc, il ne nous fera pas de mal, ce lion est à moi, et moi je suis à lui. Nous sommes deux compagnons. » Le lion ne savait pas parler, mais il savait bien s'exprimer à la manière des animaux. Il ne se priva pas de manifester son affection à son maître. Gauvin et Yvain furent conduits à l'infirmerie. Le roi appela le meilleur médecin pour qu'il soigne leur plaie le plus énergiquement possible. Les deux preux chevaliers guérirent. Yvain, qui avait sans retour laissé envahir son cœur par l'amour, savait désormais qu'il ne pourrait plus vivre si sa dame ne lui accordait pas son pardon. C'est pourquoi il décida de retourner seul à la fontaine qui bouillonne. Son intention était de déclencher la foudre, le vent et la pluie pour obliger la dame à faire la paix. Sinon, il continuerait toute sa vie à tourmenter la fontaine pour déclencher les orages. Chapitre 14. Yvain retrouve la paix. Yvain partit donc sans se faire voir avec son lion. Parvenus à la fontaine, ils déclenchèrent la tempête. La pluie se mit à tomber si violemment qu'il n'était pas possible de décrire le 10e des dégâts qu'elle provoqua. La forêt tout entière semblait aspirer dans un trou sans fond. Dans son château, Dame Laudine crut que tout allait s'effondrer. Le donjon vacillait. Les plus courageux de ces hommes étaient pris de panique. Ils auraient préféré être prisonniers des Turcs que de se trouver dans cet horrible château. « Maudite bâtisse !» grondait-il. Il suffit qu'un seul homme versant de l'eau sur le perron de la fontaine pour le détruire. Lunette se décida à parler à sa dame. « Madame, dit-elle, la vie devient impossible ici. Quelqu'un a déclenché la pire des tempêtes, mais vous n'avez personne pour vous porter secours. Aucun de vos chevaliers n'oserait mettre le pied dehors. Vous n'avez plus qu'à laisser partir tranquillement celui qui vient de déclencher la foudre. Et vous allez passer pour une folle incapable de défendre ses biens. »« Toi qui sais tout, répondit la dame, as-tu une solution ? Dis-la, et je l'accepterai. »« Si j'en avais une, répondit Lunette, je vous la dirai. Malheureusement, je dois me résigner, comme vous, à recevoir la tempête sur la tête, puisqu'il n'y a pas, dans votre cour, un seul preux chevalier prêt à aller au combat. Parle sur un autre ton, je te prie, et laisse mes chevaliers tranquilles. Il n'y en a aucun, je l'admets, qui puisse nous venir en aide. Madame, continua Lunette, si l'on avait ici celui qui vainquit le géant et tua les 3 chevaliers qui m'accusaient à tort, les choses changeraient. Malheureusement, il est parti. Tant qu'il sera en guerre contre sa dame, tant que la colère et la rancœur lui rongeront le cœur, il ne s'intéressera à personne dans ce monde. Il faudrait d'abord lui jurer de tout faire pour le réconcilier avec sa dame. « Je suis prête, dit Dame Laudine, à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le réconcilier avec sa dame. »«
Alors, madame, il faut jurer, dit Lunette, en apportant un coffret contenant les reliques de saints. Agenouillez-vous, madame. Lunette la prenait au jeu de la vérité. Laudine allait répéter tout ce que Lunette qui lui dicterait à propos du chevalier au lion et de sa dame, sans savoir que le chevalier en question était Yvain et donc que la dame était elle. Elle allait prêter serment et elle ne pourrait plus se dédire. « Dame, levez la main et répétez après moi. Concernant le chevalier au lion, je m'engage à tout faire, en toute sincérité, pour qu'il retrouve le bon cœur de sa dame, comme il l'avait avant leur dispute. » Dame Laudine leva la main et répéta ce que dictait Lunette. Aussitôt, après ce serment, Lunette partit sur un palefroid. Elle arriva à la fontaine qui bouillonne et fut bien étonnée d'y trouver en compagnie de son lion le chevalier qu'elle ne croyait pas si près du château. Elle se précipita vers lui. « Seigneur, je me réjouis de vous trouver si vite. Je vous cherchais pour vous annoncer que j'ai vécu aujourd'hui le plus beau jour de ma vie. J'ai pu amener dame Laudine, sous la foi du serment, à redevenir votre dame et vous son époux. » Yvain fut pris d'une joie immense en entendant cette nouvelle qu'il n'aurait jamais cru possible. Il embrassa tendrement la jeune fille. « Jamais, lui dit-il, jamais je ne saurais assez vous remercier. Mais c'est moi qui ai une dette envers vous, lui répliqua Lunette. Vous avez tué les 3 chevaliers, ne l'oubliez pas. Allons au château, voulez-vous ? Je suis prêt, dit Yvain. Avez-vous dit à dame Laudine qui je suis ? Non, par ma foi, elle sait seulement qu'on vous appelle le chevalier au lion. Yvain, Lunette et le lion parvinrent au château. Ils n'adressèrent la parole à personne et se retrouvèrent devant dame Laudine qui se réjouissait de leur arrivée. Yvain n'avait pas quitté son armure, si bien qu'il n'était pas reconnaissable. Il tomba à ses pieds. « Madame, dit Lunette, dites-lui de se le relever et mettez toutes vos forces à lui donner paix et pardon, car personne au monde ne peut le faire sinon vous. » La dame fit se relever le chevalier et dit « Je suis à sa disposition et prête à réaliser ce qu'il veut, si c'est en mon pouvoir. » « En fait, madame, dit Lunette, tout dépend de vous beaucoup plus que de lui. Jamais vous n'avez eu et n'aurez un ami tel que ce chevalier. Dieu veut voir s'installer entre vous la paix et le plus grand amour pour toute la vie. Oubliez donc votre colère. Il n'a pas d'autre dame que vous. C'est messire Yvain, votre époux. » Dame Laudine tressaille. « Que le ciel me bénisse, mais me voilà bien prise au piège du jeu de la vérité, puisque tu m'as fait prêter serment. Tu voudrais donc me faire aimer celui qui n'a pour moi nulle estime et ne m'aime pas. Je préférerais encore subir tous les jours le tonnerre et la pluie, mais je ne veux plus réveiller la colère qui couve en moi comme le feu sous la cendre puisque je dois faire la paix avec lui. » Yvain comprend que ses affaires s'arrangent. Il dit « J'ai si souvent regretté d'avoir manqué notre rendez-vous, fou que j'étais, et j'ose encore paraître devant vous. Mais si, désormais, vous m'acceptez à vos côtés, jamais plus je ne manquerai à ma parole. »« Assurément, je le veux bien, répond Laudine. C'est moi qui manquerai à ma parole si je revenais sur ce que j'ai juré. Que la paix revienne en nous. Tel est votre souhait, je m'y conforme. »« Madame, 500 fois merci. Dieu ne pouvait pas m'accorder en ce monde une joie plus intense. » Monseigneur Yvain a retrouvé la paix. Il a fini le long et éprouvant voyage. Il a oublié toutes ses peines. Sa douce amie Laudine l'aime et le chérit, comme il l'aime et la chérit. Lunette aussi est heureuse. Elle est comblée d'avoir réussi à faire régner la paix et le bonheur entre Yvain et Laudine, entre l'ami parfait et l'ami tendre et cher. Chrétien finit ici son chevalier au lion. Il n'a pas entendu raconter plus sur cette histoire et n'en racontera donc pas davantage, car ce serait mensonge d'en rajouter. Ici s'achève le chevalier au lion. Celui qui le copia s'appelle Guillot. Son atelier se trouve devant Notre-Dame du Val.